Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Je vous remercie pour tous vos retours positifs, j'en ai eu énormément, notamment en ce qui concerne la vidéo sur les scientifiques fous, la première de la série sur Joseph Mengele. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de tourner une deuxième vidéo sur les scientifiques fous un peu plus vite que prévu. Et aujourd'hui on va s'intéresser à l'unité 731. Rapidement, pour vous situer le contexte, l'histoire dont je vais vous parler se situe géographiquement en Asie et a lieu de 1937 environ à 1945. À cette époque-là, il y avait une guerre sino-japonaise, donc la guerre entre la Chine et le Japon. L'armée impériale japonaise avait une politique expansionniste et a commencé à conquérir les territoires de Chine orientale. Sois mon allié, et ensemble, nous pourrons régner sur la galaxie. Les Japonais étaient vraiment dans leur délire et étaient prêts à utiliser toutes les stratégies pour pouvoir envahir la Chine. Si bien que l'empereur de l'époque, qui s'appelle Showa Tenno, l'empereur japonais, a autorisé dès le début de la guerre l'autorisation des armes bactériologiques et des armes chimiques contre les soldats et les civils chinois. Ces armes-là, durant la guerre, ont été utilisées pas loin de 400 fois. Juste petite remarque, il faut noter que le Japon à cette époque-là était signataire du protocole de Genève de 1925 qui interdit aux pays signataires d'utiliser les armes chimiques. Je m'y engage. C'est juste pour vous dire qu'en temps de guerre, les protocoles et les accords... Du coup, il fallait bien un organisme qui centralise toutes les recherches qui avaient lieu sur les armes bactériologiques et les armes chimiques pour pouvoir les développer et les expandre à grande échelle. C'est dans cette idée-là, dans ce but-là, qu'a été créée l'unité 731, avant même le début de la guerre. Donc pour résumer, l'unité 731 est l'unité militaire de recherche bactériologique de l'armée japonaise, implantée à Pingfang à l'époque, dont le but officiel d'ailleurs, qui était écrit sur les papiers, c'était la recherche contre les épidémies et la purification de l'eau. Oui, ma mère c'est la reine d'Angleterre. Si l'unité 731 a cette macabre réputation aujourd'hui et a fait tout ce qu'elle a fait dans le passé à toutes ses victimes, c'est à cause d'un seul homme, Shiro Ishii, un scientifique fou avec une influence tellement grande que c'est lui qui, seul, a réussi à pousser le Japon à l'utilisation des armes bactériologiques. Shiro Ishii, c'est un japonais qui naît dans une famille très riche parce qu'elle possède plusieurs terres, ce qui va lui permettre d'ailleurs d'augmenter son influence au fur et à mesure de sa vie. Il est passionné par la science et il va suivre des cours de médecine à l'université de Kyoto. Quelques années plus tard, il décrochera un doctorat en microbiologie. Les gens qui l'ont connu le décrivent comme quelqu'un d'extrêmement intellectuel, très charismatique, extravagant, mais surtout ultranationaliste. C'est un mec qui voulait mettre le Japon au centre de l'Asie. C'est cet homme qui a organisé l'ensemble des expérimentations sur des cobayes humains de l'unité 731. C'est le gars qui est responsable de tous les programmes de cette unité-là. Pour être tranquille, Shiro Ishii a fait construire un laboratoire bunker géant de 6 km² et 150 bâtiments, dans lesquels il a pu mener à bien ses expériences sur des prisonniers chinois, soldats ou civils, il n'en avait rien à faire. Certains comparent même l'unité 731 au camp d'extermination d'Auschwitz. Shiro Ishii et son unité 731 s'adonnent à des expérimentations tout à fait horribles. Dans un premier temps, il va effectuer des vivisections, donc c'est comme une dissection mais sur un être humain vivant, après avoir inoculé différents types de virus, typhus, peste, etc., pour voir les lésions causées par ces virus justement sur les organes et les tissus de ces humains-là. Il coupe les membres de certains prisonniers pour voir la quantité de sang perdu en fonction du membre coupé. Ah, le petit saligo! Il prélève des parties d'organes ou des organes tout entiers des prisonniers pour voir les conséquences. Et sur les femmes enceintes, il se permet même de prélever les fœtus pour faire des expérimentations sur ces derniers. Quelle indignité. Il expose les prisonniers à des explosions de grenades notamment et en fait même des cibles pour tester les effets de différentes armes comme des lance-flammes par exemple. Il teste la résistance du corps humain en enterrant certains prisonniers vivants. Pour d'autres, il va les pendre la tête en bas, leur infliger de grosses doses de rayons X, les congeler, les brûler et parfois même remplacer leur sang par du sang animal ou de l'eau salée. Bien évidemment, tout ça, ça a lieu sans anesthésie et les survivants sont exposés à de nouvelles expériences jusqu'à ce qu'ils meurent. Jusque-là, on pourrait se dire que Shiro Ishii joue dans la même cour que Joseph Mengele. Mais pas du tout. Le mec est allé encore un stade plus loin dans sa folie meurtrière. Effectivement, après avoir mis en place ces expérimentations à petite échelle, il décide de passer à grande échelle et de fabriquer des armes bactériologiques mortelles pour des populations entières, à base d'anthrax, de tétanos et de peste notamment. Dans sa folie meurtrière, Shiro Ishii était quand même quelqu'un de très ingénieux. Il a élaboré plusieurs stratagèmes pour répandre ces 3 agents mortels dans la population chinoise, notamment par la distribution de nourriture gratuite, de vêtements infectés, une infestation des sols
et des os. Il va même jusqu'à construire des bombes bactériologiques. Et le pire dans tout ça, c'est que dans un de ses laboratoires, il a réussi à générer des insectes, notamment des puces, qui étaient porteuses de certaines maladies comme la peste bubonique, qu'il a ensuite répandu dans les champs des villageois chinois. Selon les travaux publiés en 2002 par le Symposium international sur les crimes de la guerre bactériologique, entre 1937 et 1945, c'est pas loin de 580 000 personnes qui sont mortes en Chine à la suite des expérimentations qui ont été menées par l'armée impériale japonaise. 580 000. Alors je sais pas combien de personnes exactement a tué Joseph Mengele, mais Shiroishi peut facilement jouer dans sa cour. On sait tous très bien que de tous les méchants dans Dragon Ball, c'est moi qui ai le plus souffert. Et le plus incroyable dans cette histoire, c'est le dénouement de celle-ci, c'est la fin de l'unité 731. Vous le savez tous, la suite de l'histoire, on la connaît, le 8 août 1945, bombe nucléaire sur Hiroshima, quelques temps plus tard, la fin de la guerre. Dans ce laps de temps, entre Hiroshima et la fin de la guerre, l'unité 731 est démantelée par le gouvernement japonais. Entre-temps, ils ont bien pris soin de tuer tous les prisonniers qui restaient au sein des laboratoires par injection d'acide prussique. On va comparer rapidement l'unité 731 et les nazis en Allemagne. À la fin de la guerre, les nazis ont eu deux issues possibles. Soit le procès de Nuremberg, soit la fuite, notamment en Amérique latine. Énormément de nazis ont fui en Amérique latine et c'était le cas de Joseph Mengele, qui est, on se rappelle, est mort à l'âge de 69 ans, si mes souvenirs sont bons, au Brésil. En ce qui concerne l'unité 731, l'issue est complètement dingue. C'est simple, il y a eu un pacte secret à l'époque qui a été fait entre l'armée américaine et l'unité, et Shiroishi et tous ses laborantins. Effectivement, l'armée américaine a proposé l'immunité totale. Vous êtes intouchable ce soir. Plus le secret de toutes les atrocités qu'ont commis Shiroishi et l'unité 731 durant la guerre sino-japonaise contre leurs résultats et leurs recherches sur les armes bactériologiques. C'est ainsi que tous les membres de l'unité 731 sont exonérés de poursuites et reçoivent même une allocation à vie. Cela vous a peut-être échappé, mais la vie est injuste. Shiroishi va donc mourir en homme libre en 1959 d'un cancer de la gorge. Alors là, on se rend compte à quel point c'est complètement dingue de ce que l'homme peut faire pour ses idées, pour le pouvoir ou pour je ne sais quelle autre raison d'ailleurs. Le mec est quand même responsable de la mort de 580 000 personnes et il part à la retraite anticipée en homme libre avec une allocation à vie. Quoi qu'il en soit, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette seconde vidéo sur les scientifiques fous vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez comme d'habitude vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien louper de la chaîne, mettre un petit commentaire et surtout lâcher un pouce bleu. À la prochaine!